Je n'aurais jamais imaginé que le jour où j'ai appris ma grossesse serait le même que celui où j'ai découvert que ma vie parfaite n'était qu'un mensonge savamment construit. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est ce qui a suivi que je souhaite vous raconter. Tout ce que je possède aujourd'hui, absolument tout, je l'ai bâti de mes propres mains. Le Penthouse de 180 mètres carrés dans l'Eixample à Barcelone, avec vue sur le Passec de Gracia, mon agence d'architecture à Gracia et son équipe de 12 personnes, la voiture, les meubles design, même les vacances annuelles à Minorque, tout cela provient directement de mon compte en banque, de mes projets, des nuits passées à dessiner des plans jusqu'à 3 heures du matin pendant mes études à l'UPC. Je m'appelle Valeria Ruiz, j'ai 34 ans et j'ai consacré 10 ans à construire ma carrière d'architecte. Lorsque j'ai rencontré Diego il y a 6 ans, mon agence était déjà bien établie. Il travaillait comme commercial dans une société de logiciels. Il gagnait bien sa vie, ne vous méprenez pas, environ 35 000 € par an, mais mon revenu annuel avoisinait les 200 000 €. La différence était flagrante, mais je suis tombé amoureuse de son sourire, de la façon dont il me prenait dans ses bras après une dure journée, de la fierté avec laquelle il m'appelait « mon architecte ». Nous nous sommes mariés il y a 3 ans lors d'une cérémonie intime à Sitges. J'ai payé notre lune de miel à Bali car je voulais qu'elle soit inoubliable. Il nous a offert son amour et sa présence, et pendant longtemps, cela nous a suffi. Le Penthouse où nous vivions, je l'avais acheté moi-même 2 ans avant de le rencontrer, et il était entièrement à mon nom. Lors de notre mariage, j'ai opté pour la séparation des biens, suivant les conseils de mon avocate, Martha. Protégez ce que vous avez construit, m'a-t-elle dit, et moi, pragmatique comme toujours, je l'ai écouté. Diego n'a jamais remis en question cette décision, du moins c'est ce que je croyais. Sa mère, Carmen, c'était une autre histoire. Dès le premier jour, elle a clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. « Valeria, tu travailles encore le samedi, tu ne penses pas que Diego a besoin d'une femme au foyer ?» me répétait-elle à chaque fois qu'on se voyait. Ou encore ma phrase préférée, « Ma chérie, le travail, c'est bien beau, mais quand est-ce que tu vas me donner un petit enfant ? Tu as déjà 34 ans, le temps presse. » Chaque dîner de famille était un interrogatoire. As-tu consulté un médecin? As-tu essayé des traitements? À mon époque, les femmes savaient ce qui était important pour elles. Diego se contentait de sourire, mal à l'aise, et changeait de sujet. Il ne m'a jamais défendu, pas une seule fois. Ironie du sort, je désirais tellement être mère. On essayait depuis 2 ans. J'avais consulté des gynécologues privés, dépensé plus de 3 000 € en examen. Tous les résultats étaient parfaits. Mes ovules étaient bons, mes hormones étaient normales, tout fonctionnait comme il se doit. D'après le dernier spécialiste, le problème pouvait être le stress ou tout simplement le temps. Mais Carmen l'ignorait. À ses yeux, j'étais la femme qui ne pensait qu'à sa carrière et qui était incapable de lui donner un enfant, à Diego. Elle le murmurait, croyant que je ne l'entendais pas, mais les murs de son appartement au corps étaient fins et ses chuchotements acérés comme des lames. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à me sentir bizarre. Nausées matinales, fatigue extrême, seins sensibles. Je travaillais à la rénovation d'un immeuble moderniste dans le Raval et j'ai failli m'évanouir en montant les escaliers. Ma partenaire Clara m'a regardé avec inquiétude et m'a demandé quand remontaient mes dernières règles. J'ai figé, j'ai sorti mon téléphone, j'ai vérifié le calendrier, 6 semaines. J'avais 6 semaines de retard et j'étais tellement absorbé par le projet du Raval que je ne m'en étais même pas rendu compte. Ce soir-là, en rentrant, j'ai acheté 3 tests de grossesse dans une pharmacie près du bureau. Je suis arrivé au Penthouse après 21 heures. Diego mangeait une pizza devant la télévision. Il ne cuisinait jamais, et moi non plus, à vrai dire, mais au moins je commandais quelque chose de correct. « Tu es encore en retard », a-t-il dit sans quitter l'écran des yeux, un match du Barça, il y avait toujours un match. Je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec un client et j'ai glissé les tests dans mon sac avant qu'il ne les voie. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me disait d'attendre, de faire les tests seul. Ce soir-là, dans la salle de bain, j'ai vu 2 lignes roses apparaître sur les 3 tests. Enceinte. Après 2 ans, j'étais enfin enceinte. Assise sur le rebord de la baignoire, les mains tremblantes, je pleurais de joie, de soulagement et de peur. J'avais envie de courir l'annoncer à Diego, d'appeler ma mère, de crier la nouvelle au monde entier, mais quelque chose m'en a empêché, une petite voix intérieure qui ressemblait étrangement à celle de Martha, mon avocate.
confirme-le d'abord, va chez le médecin, assure-toi que tout va bien. Le lendemain, j'ai pris un rendez-vous en urgence chez mon gynécologue, le docteur Martinez, dans une clinique privée de Diagonale-Mar. On m'a donné rendez-vous pour vendredi à 16 h. 3 jours d'attente, 3 jours à garder le plus grand secret de ma vie. Pendant ces jours, j'ai observé Diego d'un œil nouveau. Il rentrait tard, toujours avec des excuses, dîner d'affaires, vers entre collègues son téléphone, qu'il laissait auparavant sur la table, restait maintenant dans sa poche, écran vers le bas. Quand il sonnait, il sortait pour répondre. C'est le travail, disait-il, et j'acquiesçais, trop fatiguée et trop nauséeuse pour discuter. Jeudi soir, Carmen a appelé. Diego a mis le haut-parleur sans me demander mon avis. Sa voix emplit le salon comme toujours, sèche et autoritaire. Diego, mon fils, j'ai besoin que tu viennes ce week-end, je dois te parler de quelque chose d'important. Et Valeria, tu es invitée aussi, a-t-elle ajouté, comme une pensée après coup, même si je sais que tu travailleras probablement comme d'habitude. J'ai ressenti cette irritation familière, mais pour la première fois en 2 ans, j'ai souri, car je savais quelque chose qu'elle ignorait. Bientôt, très bientôt, elle devrait ravaler ses paroles. Vendredi est arrivé. J'ai pris mon après-midi, chose presque inouïe pour moi. Diego m'a demandé pourquoi. Un contrôle médical, ai-je répondu, ce qui, techniquement, n'était pas un mensonge. Tu veux que je t'accompagne ? A-t-il demandé. La question m'a surprise. Il ne s'était pas intéressé à mes rendez-vous depuis des mois, mais il y avait quelque chose de forcé dans son ton qui me mettait mal à l'aise. Ce n'est pas nécessaire, c'est juste une routine, ai-je répondu, et puis, tu dois bien travailler, non ? Il semblait soulagé, beaucoup trop soulagé. Il m'a embrassé le front, un geste mécanique et vide, puis il est parti. Je suis arrivé à la clinique à 15h30, une demi-heure en avance. L'endroit était neuf et moderne, tout en verre et en acier. La salle d'attente était presque vide. Assise près d'une fenêtre donnant sur le port de Plaisance, j'essayais de calmer mes nerfs. À 15h45, la porte d'entrée s'est ouverte et le temps s'est arrêté. Diego est entré. Mon Diego, mon mari, celui qui m'avait dit 2 heures plus tôt qu'il avait une présentation importante, et il n'était pas seul. Il est entré avec elle, Laura Vega. Je la connaissais, ils travaillaient ensemble. Une commerciale de 28 ans, blonde, mince, avec un sourire qui semblait répéter devant un miroir. Diego me l'avait présentée au dîner de Noël de son entreprise, elle venait d'intégrer l'équipe, une très bonne vendeuse, m'avait-il dit. Je me suis enfoncé dans mon siège, cachant mon visage derrière un magazine. Ils ne m'ont pas vu. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre. Diego avait la main posée sur le bas de son dos, un geste intime que je reconnaissais car il l'avait fait une fois avec moi. Elle rit à une de ses remarques, se penchant vers lui, et ils s'assirent de l'autre côté de la salle d'attente. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. La nausée revint, mais cette fois, elle n'était pas liée à la grossesse. « Tu en es sûr ?» demanda Diego à voix basse, mais dans le silence de la pièce, chaque mot me parvint avec une clarté cristalline. « Absolument sûr, » répondit Laura. « J'ai déjà parlé au médecin. Il dit que tout est parfait. 8 semaines. » Elle était enceinte de 8 semaines, et Diego était le père. La pièce se mit à tourner. Je serrai le magazine si fort qu'il se froissa, mais je continuai d'écouter, comme si j'assistais à un terrible accident dont je ne pouvais détourner le regard. « Ma mère va être si heureuse, » dit Diego, la voix pleine d'excitation, une excitation que je ne lui avais jamais entendue lorsqu'on parlait d'avoir des enfants. Elle va enfin avoir le petit enfant dont elle a toujours rêvé. « Et Valeria ?» demanda Laura, mon nom résonnant comme un blasphème sur ses lèvres. Diego soupira. « On va lui laisser encore quelques mois, 1 an tout au plus, assez longtemps pour qu'elle ne se doute de rien. Ensuite, je demanderai le divorce, avec ma mère comme témoin, prouvant qu'elle n'était jamais à la maison, qu'elle ne pensait qu'à son travail. Aucun juge ne lui accordera quoi que ce soit. Le Pantous deviendra mien en cas de vie commune, surtout lorsque mon fils aura besoin d'un foyer stable. » Je me mordis la lèvre jusqu'à en sentir le goût du sang. J'avais envie de hurler, de me lever et de le gifler, mais quelque chose de plus fort que la rage me paralysait, le besoin de tout entendre. « Et si elle se défend ?» insista Laura. « Elle ne le fera pas, »
dit Diego. Valeria est fière. Quand elle apprendra pour le bébé, elle partira la tête haute et ne demandera rien. C'est sa nature, trop fière pour passer pour une épouse aigrie. Il rit vraiment. D'ailleurs, ma mère a des relations à l'ordre des architectes. Un seul mot de sa part et la réputation de Valeria à Barcelone sera ruinée. Elle ne prendra pas ce risque. Laura se blottit contre lui et dit qu'il était très intelligent, que c'était pour ça qu'elle l'aimait. Moi aussi, je t'aime, répondit Diego. Tu sais ce que signifie être une vraie épouse, contrairement à elle, qui préfère ses propres plans à ceux de son mari. Ce commentaire a tout déclenché en moi. La colère ne m'a pas submergé, elle s'est apaisée, aiguisée, devenue précise et chirurgicale. Je n'étais plus blessée, j'étais calculatrice. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, les mains tremblantes mais déterminées, j'ai ouvert l'enregistreur vocal, coupé le son et posé l'appareil sur mes genoux, caché sous le magazine, enregistrant tout. Ils discutèrent encore 20 minutes. Diego expliqua comment il avait petit à petit vidé notre compte joint, celui que nous utilisions pour les dépenses du ménage. Je lui transfère 500 € par semaine depuis des mois sur un compte dont elle ignore l'existence, admit-il. Nous avons déjà près de 30 000 €, de quoi verser un acompte pour un appartement. 30 000 € de mon argent, car je contribuais à hauteur de 80% à ce compte joint. Laura demanda des nouvelles du mariage. Quand tout sera fini, je veux un grand mariage sur la plage, celui dont j'ai toujours rêvé. Tu l'auras, promit Diego. Ma mère réserve déjà des dates dans son country club pour quand tout sera réglé. Il ajouta qu'elle avait toujours voulu organiser un vrai mariage, pas comme la simple cérémonie de Valeria, notre mariage, cette cérémonie intime que j'avais soigneusement préparée, payée et adorée. Pour lui, cela n'avait jamais été qu'une chose simple. À 4h10, une infirmière appela Laura Vega. Laura se leva, rayonnante de bonheur. Diego l'embrassa longuement et profondément, là, au beau milieu de la salle d'attente, puis elle disparut dans le couloir vers les salles d'examen. Diego resta en arrière, les yeux rivés sur son téléphone. Quelques minutes plus tard, il composa un numéro et mit le haut-parleur. « Maman, dit-il quand elle répondit, je suis déjà à la clinique avec Laura. Oui, tout se passe bien. Le médecin dit que le bébé est fort et en bonne santé. » La voix de Carmen emplit la pièce, débordante de joie. « Oh mon fils, quel bonheur! Tu vas enfin être père. Je savais que cette femme stérile, Valeria, était le problème. Dieu merci, tu as trouvé quelqu'un de vrai. Stérile. Encore ce mot qui me pesait comme l'eau sur la pierre depuis 2 ans. Je sais, maman, répondit Diego calmement, mais ne t'inquiète pas, dans quelques mois je me débarrasserai d'elle et Laura et moi pourrons enfin commencer notre vraie vie. J'ai déjà parlé à Javier, l'avocat. Il prétend qu'avec la preuve qu'elle n'est jamais à la maison et que je m'occupe du foyer, je peux réclamer la moitié de la valeur du pantouse lors du divorce. Parfait, fiston, dit Carmen. Cette femme profite de toi depuis des années. Il est temps que tu récupères ce qui t'appartient, ce qui m'appartient. Il parlait de ma maison, achetée avec mon argent des années avant que je le rencontre, comme s'il s'agissait d'un butin de guerre. À 4h15, l'infirmière a appelé mon nom, Valeria Ruiz. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et j'ai dépassé Diego, à moins de 2 mètres. Il était tellement absorbé par son téléphone qu'il n'a même pas levé les yeux. Je suis entré dans le cabinet du docteur Martinez machinalement. Elle m'a souri chaleureusement et m'a dit qu'elle était ravie de me voir, me demandant comment j'allais. Je me suis assise et j'ai un instant songé à tout lui raconter, mais je me suis retenu. Nausées, épuisement, 6 semaines de retard. Elle a effectué les examens de routine, une échographie endovaginale, une prise de sang, puis, avec un grand sourire, elle a confirmé ce que je savais déjà. Félicitations, Valeria, vous êtes enceinte d'environ 7 semaines. Tout est parfait. Votre bébé est fort et en bonne santé. 7 semaines, une semaine de moins que Laura, ce qui signifiait que Diego me trompait depuis au moins 2 mois, probablement plus. Je l'ai remercié à voix basse. C'est inattendu, mais merveilleux, ai-je dit. Elle a mentionné que mon mari était dehors et m'a demandé si je voulais qu'on l'appelle pour lui annoncer la nouvelle. L'idée m'a presque fait rire. Non, ai-je dit d'un ton calme que je ne ressentais pas, je préfère lui en parler moi-même, en privé. C'est quelque chose d'intime.
Elle m'a prescrit des vitamines prénatales, a fixé mon prochain rendez-vous à 4 semaines plus tard et m'a félicité une fois de plus. Je suis sorti du bureau comme une zombie. Diego était toujours dans la salle d'attente et cette fois, il m'a vu. Il a sursauté, la culpabilité se lisant sur son visage. « Valeria, qu'est-ce que tu fais là ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Contrôle gynécologique, je te l'ai dit ce matin. » Il a bafouillé, expliquant qu'il accompagnait Laura, une collègue, qu'elle avait rendez-vous et qu'elle lui avait demandé de l'emmener parce que sa voiture était au garage. Des mensonges empilés les uns sur les autres, débités avec une facilité déconcertante. « C'est gentil à toi, ai-je dit avec un sourire forcé. J'ai déjà fini. À plus tard. Et je suis parti, marchant vers l'ascenseur le dos droit et la tête haute. Ce n'est qu'une fois les portes fermées que je me suis autorisé à trembler. Dans la voiture, garée sur le parking, j'ai écouté l'enregistrement en entier. 93 minutes de preuves irréfutables. Leur voix, claire et nette, leurs plans, leurs mensonges, leurs paroles cruelles à mon égard. J'ai composé un numéro. Martha, ai-je dit à mon avocate qui a répondu, j'ai besoin de vous voir de toute urgence, et il faut que cela reste strictement confidentiel. Elle m'a demandé ce qui s'était passé, et a trouvé ma voix étrange. Disons simplement que j'ai découvert que ma vie n'est qu'un mensonge savamment orchestré, et j'ai des preuves de tout. Pouvez-vous me recevoir dans 2 heures ? 2 heures plus tard, j'étais dans le bureau de Martha, en plein centre de Barcelone. Elle a écouté l'enregistrement en entier, son expression passant du choc à une fureur professionnelle. Ce salaud, a-t-elle lâché à la fin. Martha n'a jamais juré, et cela m'a rassuré. Valeria, c'est du pain béni pour la justice. Nous avons des aveux d'adultère, des preuves de fraude financière, un complot pour vous dépouiller de vos biens. C'est parfait. Y a-t-il autre chose ? Je lui ai alors parlé de ma grossesse. Elle se laissa aller dans son fauteuil, réfléchissant. Nous avons donc 2 femmes enceintes, conçues à peu près en même temps. Il vous trompe, et probablement elle aussi, et il compte vous quitter pour être avec elle tout en gardant votre maison et votre argent. C'est ce qu'il croit. Mais le pantouse n'est qu'à votre nom, séparation de biens. Les 30 000 € qu'il a volés sur le compte joint sont traçables, et nous avons ses aveux enregistrés de fraude conjugale. Martha sourit, un sourire de requin. Valeria, quand j'en aurai fini avec lui, Diego regrettera de vous avoir rencontré. J'ai été moi-même surprise de dire que je ne voulais pas le détruire. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient, ma maison, mon argent, ma dignité. Et je veux m'assurer que lui et sa mère ne touchent pas un centime de l'héritage de mon enfant. Martha acquiesça et me présenta le plan. Les 2 semaines suivantes furent les plus difficiles de ma vie. Je devais continuer à vivre avec Diego, faire comme si de rien n'était, pendant que nous réunissions secrètement des preuves. Martha engagea un détective privé qui consigna chaque rencontre entre Diego et Laura, déjeuner, hôtel, même les week-ends qu'il m'avait présentés comme des réunions professionnelles. Le détective suivit également la trace de l'argent. Il s'avéra que Diego ne se contentait pas de voler sur notre compte joint, il utilisait aussi ma carte de crédit professionnelle, celle que je lui avais donnée pour les urgences, pour acheter à Laura des cadeaux, des bijoux, des vêtements et des dîners dans des restaurants chers. Au total, il avait dépensé ou volé près de 60 000 € en 6 mois. Nous avons également découvert que Laura savait que Diego était marié depuis le début. Des messages échangés entre elle et une amie la montraient se moquant de l'architecte, véritable bourreau de travail, qui ignorait tout de l'infidélité de son mari. Mon comptable a passé en revue toutes nos finances. Nous avons dressé un inventaire complet de tous mes biens avant et après le mariage, le pantouse, le studio, 2 voitures à mon nom, un compte épargne crédité de 200 000 € et des placements d'une valeur de 150 000 €. Diego, quant à lui, avait son salaire et une dette de carte de crédit de 12 000 € dont j'ignorais l'existence. Durant ces 2 semaines, Diego s'est montré particulièrement affectueux. Il m'a apporté des fleurs, s'est enquis de mon bien-être et a même cuisiné une fois, les pâtes ont brûlé, certes, mais le geste comptait. Il pensait s'assurer que je ne me doute de rien avant de mettre son plan à exécution. Il était loin de se douter que j'avais déjà tout prévu. Carmen n'arrêtait pas d'appeler, insistant pour que nous venions dîner chez elle. J'ai finalement accepté pour le vendredi suivant. Diego semblait nerveux, mais il a fini par accepter. Ce mercredi-là, Martha m'a appelé. Tout est prêt. Les papiers du divorce, l'ordonnance d'expulsion,
la plainte pour fraude et détournement de fonds. Il me faut juste ton autorisation pour continuer. Combien de temps ça va prendre? Ai-je demandé. Je peux déposer la demande demain. Avec le juge Ramirez, que je connais bien et qui déteste les affaires d'infidélité financière, on pourrait obtenir une ordonnance provisoire en 24 heures. Diego devra quitter le Pentouse vendredi après-midi, le jour même du dîner de famille. L'ironie était savoureuse. Fais-le, ai-je dit. Jeudi, pendant que Diego était au travail, j'ai changé les serrures du Pentouse, en faisant appel à une entreprise discrète qui a terminé en 2 heures. J'ai aussi changé les mots de passe de tous les comptes communs, de l'alarme de l'immeuble, et j'ai lancé la procédure de séparation officielle des comptes bancaires joints restants. Ce soir-là, quand Diego a essayé d'utiliser sa clé, elle ne fonctionnait pas. Je lui ai ouvert. « Chérie, ma clé ne marche pas », a-t-il dit, confus. « Ah oui », ai-je répondu calmement, le concierge a changé toutes les serrures aujourd'hui. Problème de sécurité. Je t'en donnerai un exemplaire demain, ai-je menti, avec un petit sourire mielleux, mais glacial. Ce fut la dernière nuit que Diego passa chez moi. Le vendredi matin, à 9 heures précises, 2 huissiers de justice frappèrent à la porte. Diego était à table, en train de prendre son petit déjeuner, complètement inconscient de ce qui se passait, vivant tranquillement dans une réalité sur le point de s'effondrer. « Êtes-vous monsieur Fernandez Torres ?» demanda l'un d'eux. « Oui, c'est moi », répondit Diego. « Vous devez signer pour accuser réception. Demande de divorce et ordonnance d'expulsion provisoire. Vous avez jusqu'à 18 heures pour récupérer vos effets personnels. Madame Ruiz bénéficie d'une ordonnance de protection provisoire en attendant le règlement de l'affaire de fraude conjugale. » Diego pâlit. « Quoi? Une fraude? Valeria? De quoi parle-t-il? » Je restais dans la cuisine, sirotant mon café au lait, l'observant avec un calme presque irréel. « À propos des 60 000 € que tu as volés pour ton amant, Diego. À propos des 30 000 sur le compte joint et des 30 000 autres sur ma carte de visite. À propos de ton projet de prendre ma maison, à propos de ton enfant avec Laura Vega, à propos de tout ça. » Son visage exprima 1000 émotions, choc, peur, déni, rage. Clinique Diagonale Mar, il y a 2 semaines. Je t'ai vu, je t'ai entendu, j'ai tout enregistré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un extrait. Sa voix résonna dans la cuisine, calme et assurée, on lui accorde 6 mois de plus dans le Pentouse, aucun juge ne lui donnera rien. Diego s'affala sur une chaise, comme si ses os s'étaient soudainement désintégrés. Valeria, je peux t'expliquer. Tu as jusqu'à 6 heures, dis-je d'une voix que je reconnaissais à peine, froide, maîtrisée, définitive. Les agents resteront pour s'assurer que tu ne prennes que ce qui t'appartient. Ne touche surtout pas à ce qu'on a acheté avec mon argent. Il y a des caméras partout et Martha a fait l'inventaire de tout. Et nous, 6 ans ensemble, ça ne compte pour rien. Je le regardais, cet homme que je croyais connaître, cet homme que je croyais aimer. Demande à Laura et à l'enfant à naître si ça ne signifiait rien. Oh, attends, fis-je une pause, laissant le silence s'alourdir. Je devrais te dire, je suis enceinte aussi. Cette semaine. Alors que tu comptais me quitter parce que j'étais stérile, je portais ton enfant. Mais ne t'inquiète pas, ce bébé sera à moi seul. Je ne veux rien de toi, ni argent, ni nom de famille, ni présence, rien. La satisfaction de le voir se briser en 1000 morceaux fut immense. Mais Valeria, si tu es enceinte, alors on peut. Non. Il n'y a pas de « nous ». Tu as signé ton arrêt dès l'instant où tu as posé la main sur son dos et comploté pour me voler ma vie. Maintenant, assume les conséquences. Pendant les heures qui suivirent, Diego essaya de parler encore et encore. Il pleurait, il suppliait, il criait, et à 2 reprises, les policiers durent intervenir lorsqu'il tenta de s'approcher de moi. À 17h30, il avait rempli 4 valises de vêtements et d'effets personnels. Tout le reste, les meubles, la décoration, les appareils électroménagers, resta sur place. « Où suis-je censé aller ?» demanda-t-il, pitoyable. « Chez ta mère, ou avec Laura, ce n'est pas mon problème. » Lorsque la porte se referma derrière lui, je me laissai enfin aller à trembler. Je m'effondrai sur le sol de l'entrée et pleurai pour la première fois depuis 2 semaines, non pas pour lui, non pas pour nous, mais pour la vie que je croyais avoir,
une vie qui n'avait jamais été réelle. Et pourtant, je n'avais pas le luxe de m'effondrer longtemps. Le dîner chez Carmen était dans 2 heures. Je pris une douche, me maquillai avec soin et enfilai une élégante robe noire qui dissimulait mon ventre encore imperceptible. Puis je pris la voiture pour les corps et arrivai à 8 heures pile. Carmen ouvrit la porte avec un sourire qui se figea en me voyant seul. « Valeria, où est Diego ?» Excellente question, Carmen. Entrons et répondons-y ensemble. J'entrai sans attendre. Dans le salon se trouvaient Laura et sa mère, une femme d'une 50aine d'années qui observait tout d'un air désapprobateur. Diego était là aussi, visiblement tout droit sorti de son pantouse. « Valeria », commença Carmen, soudain nerveuse. « Écoute, je t'ai invité parce que je pensais qu'il était temps d'avoir une conversation d'adulte sur la façon dont tu comptais me voler ma maison et mon argent, tout en me traitant de stérile dans mon dos. » « Oui, je sais. » Un silence total s'installa. « Écoute, je ne sais pas ce que Diego t'a dit, » reprit Carmen. J'ai sorti mon téléphone. Il ne m'a rien dit. Je vous ai tous entendus à la clinique, il y a 2 semaines. Puis elle passa l'enregistrement à plein volume. Les voix de Diego et de Carmen emplirent la pièce, leurs plans, leurs insultes, leurs complots. Laura devint livide. Sa mère devint rouge comme une tomate. Quand ce fut terminé, je regardai Carmen droit dans les yeux. Alors, stérile, hein? Intéressant, parce qu'il s'avère que je suis enceinte. De 7 semaines. Confirmé par le même médecin qui a vu Laura ce jour-là. Carmen bégaya, mais Laura l'est aussi. Oui, Laura est enceinte elle aussi, ce qui signifie que Diego nous trompait toutes les 2 en même temps. Félicitations, Carmen. Tu vas être grand-mère 2 fois cette année, mais tu ne rencontreras qu'un seul petit enfant. Puis je me tournai vers Diego. Les papiers du divorce sont déposés. L'affaire de fraude va suivre son cours. J'ai déjà parlé à ton entreprise. Je leur ai montré la preuve que tu as utilisé ma carte professionnelle pour des dépenses personnelles. Ils te licencient lundi. Ta réputation à Barcelone est ruinée. Aucune entreprise sérieuse ne t'embauchera quand ça se saura. Valeria, s'il te plaît, dit-il d'une voix faible et brisée. Quant à toi, Carmen, je la fixai jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus détourner le regard. Tes contacts à l'ordre des architectes ne te seront d'aucune utilité. D'ailleurs, je leur ai déjà parlé. Je leur ai tout raconté. Il se trouve que plusieurs membres du conseil d'administration sont mes clients, et ils te connaissent très bien. Ta réputation de personne toxique et intrusive te précède. Alors, si tu tentes quoi que ce soit contre ma carrière, j'ai 12 architectes reconnus prêts à témoigner de ton comportement. Je me levai, lissai ma robe et laissai ma voix se calmer. Bon appétit à ton dîner en famille. Je dois y aller. Mon avocat m'attend pour examiner les documents finaux. Et Laura, je la regardai droit dans les yeux pour la première fois, bonne chance pour élever un enfant avec un homme qui te volera aussi. Parce qu'une fois l'argent qu'il m'a volé épuisé, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Travaille honnêtement. Réfléchis bien. J'ai quitté cette maison la tête haute et le dos droit, et une fois dans ma voiture, je me suis enfin autorisé à sourire. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Diego devait rembourser les 60 000 €, plus les intérêts et les frais de justice. Il n'avait pas l'argent, alors sa mère a dû vendre son appartement pour couvrir la somme, comble de l'ironie. Laura l'a quitté quand elle a compris qu'il était ruiné. Le bébé s'est avéré ne pas être de Diego, autre ironie du sort. Diego a tenté d'obtenir la garde de mon enfant, mais Martha était inflexible. Avec des preuves de fraude, d'abandon affectif et son propre plan, enregistré, d'utiliser le bébé comme moyen de pression pour s'emparer de mes biens, le juge a statué que Diego ne pourrait avoir un droit de visite supervisé que s'il suivait d'abord un programme de parentalité responsable et versait une pension alimentaire. Comme il n'a ni travail ni argent, cela n'a pas été fait. Mon fils Matteo est né quelques mois plus tard, parfait, en pleine santé, mon fils à moi. Il porte mon nom, pas celui de son père. J'ai rénové le Penthouse, effacé toute trace de Diego. C'est maintenant un espace de vie lumineux où Matteo et moi créons nos souvenirs. Mon agence d'architecture prospère. Il s'avère que l'histoire de l'architecte qui a tenu bon a trouvé un écho chez de nombreuses femmes. J'ai aujourd'hui plus de clientes que jamais. Carmen a essayé de me contacter une fois,
quand Matteo avait 2 mois. Elle voulait rencontrer son petit-fils. Je lui ai dit non, que les grands-mères qui traitent leurs belles-filles de stériles ne méritent pas de rencontrer les bébés issus de ce ventre soi-disant stérile. Il y a quelques jours, j'ai croisé Diego au supermarché. Il avait l'air amaigri, plus âgé, ses vêtements froissés. Il m'a vu avec Matteo dans le caddie et s'est approché. « Valeria, votre fils est magnifique. » « Mon fils ?» ai-je corrigé en insistant sur chaque syllabe. « Oui, il l'est. Je suis désolé pour tout. J'ai été idiote. » « Oui, tu l'as été. Mais moi, non. Et grâce à cela, mon fils aura tout ce qu'il mérite, une éducation, des opportunités, une mère qu'il aime plus que tout, et surtout, il grandira en connaissant sa valeur et en sachant qu'il ne doit jamais rester avec quelqu'un qui ne la reconnaît pas. » Je suis parti sans me retourner. Parfois, le soir, en bordant Matteo dans son berceau, je repense à cette journée à la clinique, à cette décision, celle d'attendre et d'écouter au lieu de réagir, qui a tout changé. Je me suis sauvé, et en me sauvant, j'ai offert à mon fils la meilleure vie possible. Voilà mon histoire, non pas celle d'une victime secourue, mais celle d'une femme qui s'est sauvée elle-même, qui a bâti un avenir meilleur sur les ruines de ce qu'ils ont tenté de lui prendre. Car, au final, la meilleure vengeance n'est pas de les voir souffrir, mais de vivre si pleinement que votre bonheur devienne le rappel constant de ce qu'ils ont perdu en sous-estimant votre valeur.